Oh là 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 là. Quel match, quelle pression. J'arrivais plus à respirer et j'avais hâte que ça se termine. Vraiment, on aurait pu imaginer beaucoup de scénarios, mais celui-là, c'était pas le meilleur. Et comme je vous le dis à chaque fois, avec cette équipe-là, avec ce Barça de flics, notre espérance de vie diminue match après match. On ne va pas vivre au-delà de 30 ans. Ou, allez, peut-être ceux qui ont déjà 30 ans, 40. Ceux qui ont 40, 50 ans, bref. Ne m'écoutez pas parler par rapport à tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que la pression là que j'ai eue, et je pense que vous avez dû avoir pour la plupart, c'est dingue. Et c'est normal parce que le scénario a été dingue. Et on va analyser ce match. Là, je fais une vidéo où je réagis à chaud. Je ferai une vidéo analyse qui sortira dès demain à midi, où je vais vous montrer un petit peu comment le Barça a su faire pour garder la tête froide. Mais waouh, 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 waouh. Et j'ai envie de dire, et je vais commencer directement très fort. On va pas commencer à analyser de manière chronologique ou quoi. Je vais commencer très fort. Si c'était il y a une, deux, trois, quatre, cinq saisons, le Barça se serait fait humilier. Le Barça se serait mangé un gros score. Parce que le plus gros défaut du Barça à chaque fois, c'était le mental. C'était l'idée de se dire que le Barça pouvait couler dès que ça n'allait pas dans leur sens. Et c'était tout le temps comme ça. Dites-vous bien que depuis l'année 2017, le Barça s'est fait humilier en Ligue des Champions chaque saison, au moins une fois, jusqu'à présent. C'est dingue. Et depuis qu'Hansi Flick est arrivé, ce n'est pas arrivé. Ou pas encore. On ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Évidemment, la saison sera encore longue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce type de scénario-là, le Barça n'arrivait pas à garder la tête froide et à réussir à prendre les bonnes décisions, à ne pas couler sous la pression. Là, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Et là, ça donne beaucoup d'espoir positif pour la suite. Parce que, ok, c'est Benfica, c'est pas le favori de la Ligue des Champions. Le Barça était justement favori même pour ce match-là. Et donc, l'opposition n'est pas non plus si grande que ça. Il y aura beaucoup plus difficile par la suite de la saison. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a très peu d'équipes qui montrent le même visage du Barça à l'extérieur face à Benfica à 10 contre 11 pendant la grande majorité du match. Vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Et par rapport à ça, justement, quand on regarde le début de match, c'était assez équilibré, des occasions des deux côtés. Mais personnellement, j'étais pas non plus très stressé parce que je voyais bien quand même que le Barça était très fort. La Yamal commençait bien, Rafinha, Dani Olmo, Pedri, tout le monde commençait vraiment à monter en puissance et on sentait quand même que ok, les deux premières minutes n'étaient pas bonnes, mais directement après, le Barça a commencé à être de plus en plus dangereux. On a vu des situations très intéressantes. Mais lorsque le carton rouge intervient, ça change tout. Et évidemment, tu joues à 10 contre 11 en Ligue des Champions, forcément que tu vas le ressentir. Et le truc, c'est que beaucoup vont tomber sur Pau Kubarsi. Et ce n'est évidemment pas ce que je vais faire. Ce joueur-là est un crack, ce joueur-là est certainement aussi très jeune, il a que 18 ans, et tomber sur lui, ce serait assez bête. Et ce que j'aimerais dire, c'est que même s'il avait 30 ans, même si ce n'était pas un crack, tout ce que vous voulez, quand on regarde l'action, il faut bien analyser. Et j'en parlerai encore une fois dans ma vidéo demain lors de l'analyse, mais ici, quand on regarde, le Barça a voulu forcer le piège du hors-jeu sur cette action-là. Regardez bien l'action et vous allez voir que le Barça force le piège du hors-jeu, donc monte le bloc alors qu'il y a un joueur de Benfica qui a le ballon au pied et qui est très proche de la ligne défensive. Quand la ligne défensive est en train de monter de manière, on va dire, cohérente parce qu'ils sont tous ensemble, ils sont alignés, et le porteur du ballon est très très proche, eh ben c'est hyper dangereux. Ça fait que le porteur du ballon a pris une décision intelligente. Au lieu de faire une passe et de risquer que l'un de ses coéquipiers soit en position de hors-jeu, il a accéléré avec le ballon. Et là, Pau Kubarsi, il a dû se retourner et faire un sprint. Évidemment, quand un joueur fait un sprint dans le sens du jeu et que l'autre doit se retourner et ensuite commencer son sprint par après, donc tu as un joueur qui est lancé dans la bonne direction, toi tu vas te retourner et démarrer plus tard, évidemment que tu auras du retard sur le joueur, même si tu es très rapide. Et Pau Kubarsi a eu du retard donc à la vitesse, et à ce moment-là, il va découper le joueur. C'est une erreur parce qu'il n'aurait pas dû se jeter comme ça. Au pire, tu encaisses un but, mais après, tu peux remonter le score. Tu as l'équipe qui est capable de le faire, tu le sais très bien. Pau Kubarsi, ici, on voit qu'il a un peu trop réagi de manière précipitée, et donc ça coûte très cher au Barça. Maintenant, il faut revenir sur ce qui s'est passé de manière collective. Pour moi, c'est une erreur du Barça qui n'aurait pas dû forcer le piège du hors-jeu. À ce moment-là, Pau Kubarsi est seul face au défenseur qui pourra même donner le ballon à un joueur juste à côté qui est libre. Donc ça fait qu'il doit faire un exploit et il décide tout simplement de vouloir se sacrifier. Et à ce moment-là, ce n'est pas la bonne décision évidemment. Mais donc là, tu prends un carton rouge. Tu sais très bien que le Barça a pris un carton rouge la saison passée face au Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions.
Et c'est ce qui a fait que le Barça a été éliminé parce qu'après ça, tu as perdu le contrôle du match et tu as coulé face au Paris Saint-Germain. Ici, tu avais peur que ça recommence. Encore une fois, un carton rouge dans un match à élimination directe qui pourrait te coûter la qualification. Bon, ce n'est que le match aller, mais si jamais tu prends plusieurs buts, ça va être très difficile à remonter. Quand tu regardes le Barça, ne coule pas. Le Barça garde la tête froide. Et il y a plusieurs choses qui ont fait que, déjà, quand tu regardes, Tech a fait un match stratosphérique. Et il faut en parler. Et je vais parler de mon cas aussi. Au début, lors de ses premiers matchs, j'avais dit que je ne voulais plus qu'il rejoue le moindre match avec le Barça. Évidemment, je me suis trompé parce qu'il a su retourner la situation. Il avait commencé de manière catastrophique, rappelez-vous, même face à Benfica, il avait fait deux grosses erreurs où il avait découpé Baldé, il avait provoqué aussi un penalty. Donc vraiment, il n'avait pas du tout été bon, voire même très mauvais lors de ses premiers matchs et avait fait de grosses erreurs. Aujourd'hui, il revient de plus en plus, et je le disais dans mes débriefs à chaque fois que Tech progresse, Tech est de plus en plus serein, est meilleur sur ses sorties, sur sa ligne il fait de gros arrêts, et même son jeu au pied est beaucoup plus calme et posé qu'auparavant. Là, ce match-là, il nous sauve. Et je vais être très clair avec vous. Encore une fois, je parle de manière honnête, en mettant mes sentiments de côté. Ter Stegen est un gardien que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup cru en lui. Il m'a beaucoup déçu, mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Ter Stegen ne fait pas ce type de match-là. Aujourd'hui, il est blessé, c'est lui notre gardien numéro un normalement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Ter Stegen, lui, aurait certainement coulé, aurait certainement encaissé beaucoup de buts. Après, on ne sait pas. Mais par rapport à tout ce qu'il nous a montré, honnêtement, j'ai peu d'espérance en lui qu'il puisse sortir la même performance que ce qu'a fait Tech. Il a sauvé le Barça. On va beaucoup parler à chaque fois du buteur, de Rafinha qui a mis un but fou, on va y revenir justement, mais il ne faut pas oublier Tech qui a sauvé le Barça. Sans lui, le Barça concède plusieurs buts. Donc, il faut en parler. Ensuite, évidemment, Rafinha, on va en parler parce qu'il met ce but, et ce but-là, il est dingue. La frappe est déviée, ok, mais l'idée de tout de suite attaquer et frapper à 25 mètres comme ça, il est dingue ce joueur, il est dingue. Et donc il met ce but qui offre la victoire, le seul but du match. Donc forcément, il faut le féliciter, forcément, il faut le soutenir par rapport à ça. Maintenant, globalement, dans ce match, il y a beaucoup de choses positives et négatives. Déjà, en première période, avant le carton rouge, il a deux grosses situations pour marquer, dont notamment une qui m'a rendu dingue, où Pedri fait une talonnade exceptionnelle pour Rafinha qui accélère. Il a Lewandowski qui est libre, il a Lamine Yamal au second poteau, mais surtout, il peut frapper. Il peut frapper, il est seul face au gardien et il va faire la passe pour Lamine Yamal qui va rater et donc il n'y a même pas d'occasion de but au final à cause de lui par rapport au fait qu'il n'a pas pris la bonne décision. Et ça m'a vraiment dérangé. D'autres situations aussi où il aurait dû marquer de très bons ballons de la Yamal où il ne rentre pas assez bien dans le ballon, ses contrôles ne sont pas toujours très bons. Ça, c'est vraiment un problème. Et honnêtement, ça m'a dérangé. Donc par rapport à ça, Rafinha a très mal commencé, a eu beaucoup de gâchis à la finition. Par la suite, il met son but et puis surtout à 10 contre 11. Évidemment, à chaque fois que le Barça a été à 10 contre 11, cette saison c'est la sixième fois, hein, comme ça, c'est clair. Rafinha à chaque fois a été très important parce qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs. Il court énormément et à chaque fois qu'il y a une situation de contre-attaque, il garde encore de l'énergie pour pouvoir dévorer les espaces pour aller marquer un but ou tenter en tout cas de le faire. Ça, c'est vraiment fou et ça aide énormément mon équipe. Donc au final, c'est hyper positif. Il met le but, le seul et unique but du match. Il fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Donc on va retenir tout ça. Maintenant, il aurait pu tuer le match bien plus tôt. Comme Robert Lewandowski aussi, hein, qui a eu à un moment donné une occasion dingue juste devant le but où il va rater. C'est saoulant. La Yamal, je ne l'en veux pas parce que lui, il tire du genou, il n'a pas le temps de reprendre le ballon du pied, donc c'est pas facile. Mais Lewandowski, à deux reprises, il se rate, pardon, à deux reprises devant le gardien en Ligue des Champions. Tu ne peux pas rater ça. Et après, tu prends le carton rouge et là, tu t'en veux. Parce qu'à ce moment-là, ça t'aurait fait du bien de commencer donc à jouer à 10 contre 11, mais avec un but d'avance, déjà, ça aurait été autre chose. Là, tu dois beaucoup plus sacrifier tes joueurs au milieu de terrain et en défense parce que tu rates l'immanquable, alors que c'est ton boulot. Lewandowski est là pour marquer des buts et il rate l'immanquable match après match. C'est vraiment fatigant. Maintenant, il est temps d'éteindre les lumières, de fermer les portes, de fermer les fenêtres et de parler de Pedri entre nous. Mettez-vous dans le noir, parlez de lui parce que ce qu'il fait, c'est paranormal. Il a fait un match, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Quel match de Don Pedri. Il fait une saison stratosphérique. Stratosphérique. Le meilleur milieu de terrain au monde, ok, mais pour moi, depuis quelques mois, c'est le meilleur joueur au monde. Depuis le début de l'année 2025, c'est le meilleur joueur au monde. Et j'aimerais arrêter là.
Mais je vais quand même parler parce que là, ce qu'il fait, déjà, en fait, ce qui est dingue avec Pedri, hein, c'est que il a tout. Parce qu'avec ballon, on en parle semaine après semaine. Évidemment, c'est un magicien. Évidemment, sous la pression, face à 3 4 joueurs, il sort des ballons à chaque fois. Tu as 10 contre 11, tu es en infériorité numérique. Et pourtant, tu as Pedri qui ne perd pas le moindre ballon. Donc forcément, tu ne le ressens même plus à certaines séquences. Il y a des moments dans le match où tu n'as pas l'impression d'être à 10 contre 11. Parce que Pedri va dribbler 2 3 joueurs à chaque fois, éliminer, donner des ballons incroyables et faciliter le jeu de l'équipe alors que tu as 10 contre 11, alors que tu as la pression sur toi. Il ne stresse pas, il ne perd pas ses moyens. Donc ça, c'est dingue, mais ça, on le sait. Pedri est d'un niveau plus que élite à ce niveau-là. En tout ce qui concerne la technique, balle au pied, qualité de passe, vista, vision de jeu, niveau élite. Maintenant, sans ballon, le match qu'il fait, le nombre de kilomètres parcourus par Pedri, le nombre de ballons récupérés par Pedri, le nombre d'efforts faits, de replis défensifs, et même lors des contre-attaques, il y allait à fond. Il a tout donné. Et je demande à Hansi Flick de le mettre au repos pour le match en Liga, pour que la semaine prochaine, il arrive à 100% face à Benfica, parce qu'on a absolument besoin de lui. Il a tout donné, il s'est sacrifié parce qu'il aime ce club plus que tout. Et des joueurs comme ça vaut tout l'or du monde. N'importe quelle somme d'argent pour Pedri, c'est non. C'est mort. Parce que Pedri, sur le terrain, fait ce que personne ne sait faire. Et aucun joueur sur cette planète donnera autant que Pedri pour le Barça. Personne n'aime autant le club que lui. Parce que là, ce qu'il fait, il se sacrifie pour l'équipe. Rendez-vous bien compte de ce qu'il fait. Pedri, vraiment, masterclass. Merci. Et je ne serai jamais assez heureux d'avoir un tel joueur dans mon club de cœur. Vraiment. Waouh, waouh, waouh. Et puis, par rapport au reste, aussi une chose importante que j'aimerais mentionner, c'est par rapport à Ronald Araujo. Parce que Pau Cubarsí prend le carton rouge, il faut un défenseur, et on parle beaucoup d'Eric Garcia qui est passé devant Araujo dans la hiérarchie, etc. Non, non, dans ce type de match-là, il te faut un Rojo. Il te faut un joueur avec un fort caractère et il te fait un match de patron. Je l'ai beaucoup critiqué, beaucoup de gens l'ont critiqué et à juste titre. Mais aujourd'hui, merci à Araujo parce que là, il te fait un match taille patron où il est impeccable. Il est concentré, il est hyper calme et on le voit sur chacune de ses interventions. Il est à 200%, mais sans faire un surplus au niveau de l'engagement physique. Cette fois-ci, vraiment, on l'a senti très concentré, très appliqué et vraiment un gros match de sa part. Araujo a été au rendez-vous et sans lui aussi, ça n'aurait pas été possible. Araujo, Pedri, Rafinha et Tech ont été les 4 hommes à suivre. Ceux qui ont vraiment fait la différence. Alors évidemment, Baldé aussi fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé. On peut parler de De Jong qui a été très intéressant. On peut parler quelquefois de la minimale qui a fait de grosses différences individuelles aussi. Il y a de bonnes choses à en tirer. Maintenant, dans l'idée, ces 4-là, waouh, 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 waouh. Et là, j'ai hâte de voir le match retour. Là, tu vas jouer à 11 contre 11 et j'espère qu'il n'y aura pas de carton rouge parce que ça va me rendre dingue. Mais en tout cas, si tu joues à 11 contre 11 du début jusqu'à la fin du match, on va les tuer. Je suis désolé, mais on va les tuer. Parce que là, on a bien vu que le Barça est capable quand même de faire d'excellentes choses, même à 10 contre 11, même à l'extérieur, dans un match compliqué en Ligue des Champions. C'est dingue. Il ne faut pas non plus trop s'enflammer parce qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'a fait le Barça, c'est impeccable. Et on a de quoi être content, être soulagé. On gagne un match qui était quand même très compliqué. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, faites-moi kiffer aussi. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.